Mes chers collègues, nous allons donc ouvrir cette séance. Je dois tout d'abord excuser l'absence de notre président, Guillaume Kasbarian, qui est retenu en séance publique pour la lecture CMP du projet de loi sur l'industrie verte, dont il est rapporteur général. J'en profite également pour vous indiquer que je suspendrai notre réunion pour le vote final sur les CMP des deux textes relatifs à la justice. Et si cela est nécessaire, je suspendrai également pour le vote final sur la CMP Industrie verte. Donc, pas de problème pour aller voter les uns et les autres. Notre commission débute aujourd'hui son examen pour avis du projet de loi de finances pour 2024 et plus particulièrement son examen sur les 10 avis budgétaires portant sur les missions de la seconde partie du PLF. Je rappelle que dans ce cadre, il ne nous appartient pas de nous substituer au travail des rapporteurs spéciaux de la commission des finances. C'est pourquoi les avis ne concernent que peu de pages à l'examen des crédits d'émission et s'attachent essentiellement à développer l'étude d'une ou plusieurs thématiques choisies par le rapporteur pour avis. La liste de ces thématiques vous a été transmise hier. Par ailleurs, pour permettre la valorisation du travail de nos rapporteurs, il est d'usage de ne pas convier les ministres à notre réunion. Nous examinerons aujourd'hui l'avis sur la mission Investir pour la France de 2030, sur le rapport de notre collègue Laurent Alexandre, qui a choisi pour thématique France 2030 à l'épreuve des stratégies relatives aux biomédicaments et à la mobilité électrique. Je précise également que cette mission ne fait pas l'objet d'amendements et qu'elle sera examinée en séance publique jeudi 2 novembre. Monsieur Laurent Alexandre, vous avez donc la parole pour nous présenter les conclusions de votre rapport. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le Président de la République, lors de sa présentation du plan France 2030 le 12 octobre 2021, posait l'innovation comme un préalable indispensable à la réindustrialisation afin d'engager un nouveau cercle vertueux de croissance. Mes chers collègues, les travaux que j'ai conduits dans le cadre de la préparation de ce rapport pour avis ont emporté ma conviction sur 2 points. Tout d'abord, qu'au-delà des 54 milliards d'euros de crédits sur lesquels communique abondamment le gouvernement, le plan France 2030 est un dispositif qui présente des défauts majeurs pour construire un futur plus humain et résilient. Ce sera l'objet de la première partie de mon propos. Dans un second temps, je vous livrerai les résultats de mes travaux sur 2 thématiques stratégiques de France 2030 qui me tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit de la production des biomédicaments sur notre territoire et la réindustrialisation de la France par le prisme des véhicules électriques. Tout d'abord, les défauts de ce dispositif. Vous l'aurez compris, chers collègues, je ne partage pas cette idée du Président de la République que l'innovation serait le préalable au retour de capacités de production et d'exportation qui en découleraient. L'innovation devrait être la suite d'une politique industrielle cohérente au service des besoins humains et écologiques. L'objectif pour la France de devenir leader dans des secteurs économiques dans la compétition internationale me paraît ainsi mal calibré. Tout d'abord, nous ne luttons pas à armes égales avec nos concurrents. Après la crise sanitaire, les États-Unis ont mis en place un plan, l'Inflation Reduction Act, doté de près de 400 milliards de dollars consacrés à de grands enjeux de notre temps. Les autres puissances ont emboîté le pas, dont la France. Mais la différence fondamentale entre ces différents plans se situe au niveau de leurs ambitions budgétaires, mais surtout sur le fait que nos concurrents, notamment les États-Unis et la Chine, mettent en place des mesures protectionnistes qui offrent des débouchés à leurs propres entreprises. La France, et plus globalement l'Europe, n'appliquent pas les mêmes règles que la concurrence. La compétition est faussée. La seule variable pour être plus compétitif est alors souvent la baisse du coût du travail et son corollaire, les délocalisations. Cette vision du président mise en œuvre par le gouvernement me paraît dogmatique et étriquée. Mes chers collègues, ce dispositif présente un manque de cadrage et de planification. Je retiens 6 défauts majeurs qui font que France 2030, un plan mal calibré. Le premier, c'est que la sobriété constitue un angle mort de ce dispositif. Pourtant, avec les limites planétaires, l'augmentation de la population mondiale et la raréfaction des ressources naturelles, la sobriété devrait être la pierre angulaire à l'aune de laquelle nos modes de production et de consommation devraient être revus.
Le second défaut, c'est l'absence de stratégie industrielle cohérente pour accompagner ces investissements. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple est que France 2030 investit plusieurs milliards d'euros pour la construction de 4 gigafactories de batteries électriques dans le nord de la France, ou méga-usines de batteries, pour parler français. Mais les représentants de ces entreprises n'ont pas pu acheter en France les machines-outils nécessaires à l'installation de leurs usines, faute de produits susceptibles de répondre à leurs besoins. Ils les ont donc achetés à l'étranger, pour l'essentiel en Chine ou en Corée. Mon deuxième exemple porte sur ce même secteur de l'industrie automobile. Le gouvernement met le paquet sur la production de batteries électriques en France, mais les constructeurs automobiles délocalisent des activités pourtant nécessaires dans la production de voitures électriques, comme les fonderies d'aluminium. D'ailleurs, j'ai essayé de savoir comme rapporteur, l'origine de toutes les pièces assemblées pour la production de modèles électriques de Renault et Stellantis. La réponse de Renault est insatisfaisante. Quant à Stellantis, ils ont refusé d'être auditionnés. Notre pays souffre clairement d'un manque de coordination des acteurs et un tissu industriel cohérent. Le troisième défaut de planification, c'est l'insuffisance d'investissement dans la recherche et le développement. Plusieurs acteurs auditionnés m'ont indiqué le manque de crédits structurels pour la recherche publique et le fait que les chercheurs doivent passer leur temps à répondre à des appels à projets complexes pour bénéficier de financement. Plus généralement, les dépenses consacrées à l'ensemble des activités de recherche et développement en France correspondent à seulement 2,21% du PIB, ce qui classe la France dans la catégorie des pays intermédiaires, assez loin derrière les États-Unis et l'Allemagne, pour ne donner que comme exemple. Le quatrième défaut de planification, c'est l'insuffisance de crédits pour la bifurcation écologique. Le rapport Pisani-Ferry estime à 66 milliards d'euros par an le niveau d'investissement supplémentaire d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone. Avec France 2030 et les orientations du gouvernement, le compte n'y est pas. Le cinquième défaut, c'est le peu de conditions écologiques et sociales demandées en contrepartie des aides publiques versées. Je rappelle que les dépenses publiques dont bénéficient les entreprises atteignaient 157 milliards en 2019 contre 30 milliards par an dans les années 1990, soit une multiplication par 5. Le dernier défaut majeur est le déficit démocratique du dispositif. Il a été créé sans débat parlementaire, pas plus qu'il n'y a eu de débat sur la définition des 10 axes stratégiques. Le recours au 49.3 pour le projet de loi de finances pour l'année 2023 a privé l'Assemblée nationale de son rôle. Enfin, je rappelle que différents rapports parlementaires ainsi que la Cour des comptes ont régulièrement souligné l'insuffisante évaluation du dispositif. L'évaluation du dispositif France 2030 est assurée par un comité de surveillance composé en majorité de personnes nommées par la Première ministre. Or, France 2030 est piloté et coordonné par le secrétariat général à l'investissement, qui est lui-même sous l'autorité de la Première ministre. Il y a donc un souci d'indépendance de l'évaluation, raison pour laquelle je préconise de modifier la composition du comité de surveillance des investissements d'avenir. J'en viens maintenant aux 2 thématiques, santé et voitures électriques. Sur le sujet de la santé, France 2030 a fixé l'objectif de produire au moins 20 biomédicaments en France à horizon 2030. C'est quoi un biomédicament? Vous vous demandez sans doute. Pour votre bonne information, chers collègues, un biomédicament correspond à un médicament dont le principe actif est issu de matière biologique, elle-même issue du vivant, telles des cellules, tissus ou organes. Il représente la moitié des médicaments en développement en 2022 et 24% du marché mondial du médicament. Alors que notre pays n'en produisait que 5 biomédicaments en 2020, les acteurs auditionnés ont largement fait part de leur scepticisme sur la capacité de la France à atteindre cet objectif de produire 20 biomédicaments d'ici 2030. Si les acteurs de la filière des biothérapies mentionnent tous l'excellence de la recherche académique française, ils soulignent en même temps nos difficultés à passer à l'étape de la production, en raison notamment d'un manque de structuration de la filière. Ils avancent notamment un manque de locomotives qui ne jouent pas toujours le jeu, au premier rang desquelles l'entreprise, par exemple Sanofi, qui travaille trop peu avec les entreprises françaises. Au-delà,
le rapport présente les risques que font peser sur l'accès aux soins des citoyens trop fort accent mis sur l'innovation. La question de la santé du futur ne peut pas occulter celle de l'accès aux soins de tous les citoyens. Pourtant, notre système de soins solidaires est en proie à de graves tensions d'approvisionnement en médicaments, d'un manque pathologique de moyens et d'une pénurie de soignants à tous les niveaux. Dans ma circonscription, les services d'urgence sont régulés. L'annonce récente d'un possible doublement des franchises médicales montre que le gouvernement se trompe de priorité. Plutôt que de faire payer les ultra-riches de la santé, le gouvernement fait passer à la caisse les gens pour leur santé. En l'état actuel, le plan France 2030 n'apporte pas de réponse structurelle aux manquements du présent et risque même d'aggraver l'accès universel aux soins. Sur ce sujet de la santé, je veux alerter sur les incohérences majeures. Tout d'abord, sur la soutenabilité financière des nouveaux traitements pour la Sécu. Les traitements innovants sont révolutionnaires d'un point de vue thérapeutique et peuvent améliorer la prise en charge de nombreuses pathologies, voire en soigner certaines qui étaient jusqu'à présent incurables. Mais il s'agit de traitements potentiellement facturés très cher à l'assurance maladie en raison de critères fixés. Certaines réformes, comme la généralisation de la procédure de l'accès précoce en 2021 aux traitements présumés innovants, viennent renforcer ce risque sur les finances publiques. Ce qui me conduit à formuler une série de propositions dans ce rapport. Appliquer la licence d'office, augmenter la transparence sur l'argent public distribué aux industriels du secteur pour peser au moment des négociations et mieux encadrer la question des brevets en cas de partenariat de recherche publique-privée. Il y a aussi le problème de l'approvisionnement en molécules matures. Le pays a subi la pénurie de matériel médical élémentaire, comme les masques ou encore de médicaments au quotidien, tels que ceux à base de paracétamol ou d'amoxicilline pendant et après la crise Covid. Le plan France 2030, censé n'y apporte en réalité que trop peu de solutions concrètes. Malgré des sommes importantes d'argent public engagé, 7,5 milliards pour ce volet, les contreparties en termes de rapatriement des capacités de production de principes actifs sur notre sol demeurent très timides. Le gouvernement ne compte que sur l'augmentation des prix des médicaments du quotidien et donc sur la somme payée par les Français pour inciter les industriels à produire à nouveau en France ces molécules moins rentables. Je propose notamment la mise en place d'un pôle public de production du médicament pour assurer la production de molécules matures sur notre sol, maintenues à un tarif abordable pour les citoyens. Et enfin, j'en viens à la question des voitures électriques. Les voitures électriques sont un moyen de mobilité davantage décarboné et il y a une compétition à marche forcée entre les constructeurs sur ce secteur. La batterie électrique représente 40% de la valeur ajoutée de la voiture et revêt un enjeu de souveraineté industrielle. C'est l'objet de la stratégie nationale batterie avec l'installation des 4 gigafactories d'une capacité combinée de production de 120 gigawatts. Concernant les constructeurs français, dans un contexte de différence de coûts de production avec leurs concurrents asiatiques, ils ont fait le choix du virage de l'électrique en choisissant de produire surtout des berlines, des breaks et des SUV. Des voitures lourdes et donc consommatrices et chères. C'est le choix d'un marché de rentabilité, mais c'est un choix qui ne répond ni aux nécessités écologiques ni aux besoins sociaux. La plus petite voiture Stellantis, la E208, est produite à l'étranger. Renault produira sa R5 à Douai, mais je n'ai pu obtenir de garantie sur la provenance de ces pièces. J'alerte sur la pente qui est prise d'une France à 2 vitesses dans l'accès à la mobilité. Cette France à 2 vitesses pourrait d'abord résulter du prix des véhicules électriques. Il n'y a pas de perspective de véhicules électriques produits en France à moins de 25 000 € de prix d'achat. De plus, il paraît probable qu'il n'y aura pas de marché de voitures électriques d'occasion puisque la durée de vie de la batterie électrique est d'environ 10 ans. Par ailleurs, il y a un risque de France à 2 vitesses entre ceux qui auront accès à des solutions de mobilité alternatives, notamment des transports en commun et les autres. Je pense aux habitants des zones très rurales, mais aussi à certains quartiers urbains. Raison pour laquelle j'émets plusieurs préconisations. La priorité devrait être donnée à la production de véhicules électriques légers, donc plus sobres et plus accessibles en matière de prix. Les aides de l'État et le bonus écologique devraient également être concentrés sur cette ambition.
Deuxièmement, j'invite l'État à augmenter considérablement son effort en matière de mobilité alternative et notamment le développement du service de transport collectif public. La deuxième question majeure pour les véhicules électriques est celle de la dépendance aux matériaux actifs, notamment le cobalt, le lithium transformé en Chine. Dépendance aussi à la production d'énergie nécessaire. Dépendance enfin à la question du recyclage. Il n'y a pas d'autre choix que de planifier la baisse de la consommation d'énergie dans d'autres secteurs d'activité. Je préconise aussi de soutenir les projets de recherche visant à la production des batteries sans utilisation de certaines matières premières. Pour conclure, l'avenir de la voiture électrique est un défi majeur pour notre souveraineté industrielle, mais elle nécessite de revoir en profondeur les relations entre l'État et les constructeurs automobiles pour que la puissance publique pose les conditions du point de vue de ce qui est nécessaire aux besoins humains et écologiques. Ces exigences en matière d'emploi, de relocalisation des productions, de modèles de voitures moins chers et moins consommateurs. Des critères pour un meilleur maillage territorial et une prise en compte des bassins désindustrialisés et des qualifications ouvrières qui s'y trouvent. Vous l'aurez compris, toutes les insuffisances du plan France 2030 que j'ai évoqué, défaut de planification, déficit démocratique, volet santé qui passe à côté de l'enjeu de l'accès aux soins, voire qui risque de l'aggraver, et volet mobilité conduisant à une France à deux vitesses, j'émets donc un avis défavorable à l'adoption des crédits Investir pour la France 2030. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, et d'autant plus dans le respect du temps imparti, scrupuleusement respecté. Avant de passer la parole aux orateurs de groupe, j'aurais peut-être quelques remarques et questions. La vue budgétaire Investir pour la France de 2030 est toujours particulier. En effet, il porte sur des engagements pluriannuels issus de plusieurs générations de programmes, ce qui implique un contrôle de son exécution plus qu'une évaluation des moyens mobilisés pour la loi de finances de l'année. Ce contrôle est d'autant plus important qu'il porte sur plus de 50 milliards d'euros d'engagement pour le PIA 4 et France 2030, alors même que la composition du comité de surveillance des investissements d'avenir ne permet pas un tel contrôle démocratique selon vous. Chers collègues, merci donc pour votre travail d'analyse. Dans votre projet de rapport, vous êtes particulièrement critique sur l'absence de contrepartie ou de conditionnalité économique ou sociale aux aides apportées. C'est un débat que nous avons ici régulièrement dans les différents groupes d'ailleurs, et notamment avec l'expérience du CICE. Vous citez l'exemple de la biomédecine en notant que les exigences du groupe Sanofi en matière d'aide de l'État, illustrées encore récemment par Agnès Buzyn dans son livre Journal de bord, sont difficilement compatibles avec ses performances récentes, notamment sa défaillance dans la préparation du vaccin ou ses investissements industriels en France. Pouvez-vous nous développer vos propositions en matière de contrepartie imposée aux bénéficiaires de ces aides ? Et puis vous mettez également en avant la nécessité dans l'ensemble des programmes France 2030 de gagner en souveraineté sur les matières premières et certains autres équipements essentiels, notamment dans le domaine industriel. Quelles sont plus précisément vos pistes et vos préconisations pour y parvenir, même si on peut se réjouir que dans quelques instants, nous allons voter sur la CMP de la loi Industrie verte, et un amendement permet d'écarter aux acheteurs publics d'écarter les offres dont la part majoritaire de la valeur provient d'États comme la Chine ou l'Inde, qui n'assurent pas une réciprocité dans l'accès à leur propre marché. C'est une condition du développement de filières industrielles françaises à la hauteur des ambitions que nous avons tous pour la transition écologique notamment, mais le chemin reste long. Je vais essayer d'être court et précis, Madame la Présidente. Les contreparties aux bénéficiaires, elles sont toutes simples. C'est qu'on voit qu'actuellement, alors qu'on nous dit qu'il faut de la voiture électrique et on va tout faire pour avoir de la voiture électrique, on se rend compte que dernièrement, ces derniers jours, on a l'entreprise Marelli, on a l'entreprise Valeo, on a SAM, un peu plus loin, qui ont délocalisé, je dis bien délocalisé, leur production. Et malgré ça, c'est des entreprises qui ont touché de l'argent public. Donc les contreparties, elles sont déjà sur l'emploi sur les sites existants et également sur la relocalisation de certaines productions qui actuellement sont parties
en Europe et même hors d'Europe pour certaines productions. Donc ces contreparties, elles se situeraient à ce niveau-là, c'est rester, produire en France et relocaliser ce qui a été délocalisé. Et j'ai oublié, excusez-moi, votre deuxième question, Madame la Présidente. C'était sur la question de la souveraineté sur les matières premières. Ça se rejoint tout à fait. Et sur les matières premières, c'est quelque chose qui demanderait un travail beaucoup plus approfondi. Mais comme on est en marche forcée depuis le début de cette mandature, c'est un sujet qu'on n'a pas pu approfondir, je le regrette. Mais je pense qu'il faudrait effectivement y revenir dessus et y travailler plus longuement. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vais donc donner la parole aux orateurs de groupe. Je rappelle le principe des 4 minutes avec une réponse comprise du rapporteur. Donc, si vous souhaitez qu'il puisse répondre de manière précise, il faut lui en laisser le temps. Donc, je donne la parole à Alexis Izard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le premier programme d'investissement d'avenir date de 2010 et de la prise de conscience collective qu'il était plus que nécessaire de penser notre avenir et d'éviter l'acceptation du déclin, pour citer messieurs Alain Juppé et Michel Rocard. Depuis, quoi qu'en dise le rapporteur, que d'évolutions positives et que de projets soutenus. Nul doute que les PIA sont au cœur des réussites françaises de ces dernières années, permettant à notre pays de conserver sa 11e place mondiale de l'innovation en 2023. Et depuis octobre 2021, avec le dispositif France 2030, nous sommes encore passés à une vitesse supérieure. Pour rappel, nous parlons de 54 milliards d'euros visant à poursuivre la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation des technologies, à soutenir des investissements pour rattraper notre retard dans certains secteurs et à faire émerger de nouvelles filières dans ces secteurs stratégiques. Je ne citerai que quelques exemples. Nous nous souvenons bien sûr de l'ouverture de l'usine ACC qui contribue à notre production de batteries électriques et ainsi à notre souveraineté. Mais pensons aussi à l'usine Soitec inaugurée fin septembre par les ministres M. Roland Lescure et Thierry Breton, qui permettra le développement d'une filière de microélectronique souverain. Autre exemple, je ne doute pas que le rapporteur y sera sensible, je pense à Delpharm, qui possède notamment une usine sur ma circonscription à Brétigny-sur-Orge, et qui est essentielle à notre souveraineté en permettant de relocaliser la production de médicaments en France. Enfin, puisque le rapporteur a évoqué la question de la mobilité électrique, j'aimerais zoomer en quelques phrases sur la question des batteries. En effet, l'an dernier, dans mon rapport, j'avais mis l'accent sur la production de batteries en France. J'avais notamment regretté le manque d'ambition quant au recyclage de ces batteries pourtant essentielles à anticiper. Sur ce point, les choses ont évolué et je me réjouis qu'en février, les ministres Roland Lescure et Agnès Pannier-Runacher aient annoncé les lauréats recyclage de batteries et l'appel à projet recyclage, recyclabilité et réincorporation des matériaux mis en place dans le cadre de France 2030. Aussi, les projets retenus sont soutenus à hauteur de 30 millions d'euros pour apporter des réponses à cette question essentielle du recyclage. Pour conclure, je veux le dire clairement, France 2030 est une chance pour notre pays, pour son développement et pour sa souveraineté. Pour ces raisons, je ne peux souscrire aux conclusions du rapporteur et vous invite, chers collègues, à voter largement en faveur des crédits de cette mission. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues. Quand vous dites en 2010, il fallait penser à l'avenir, j'entends tout ça, c'est très bien. Et moi seulement, ce que je constate, c'est que notre pays, depuis plusieurs années, je dis bien plusieurs années, l'automobile, puisque bon, c'est le sujet que vous abordez par exemple, les usines ferment à tour de bras. Donc il n'y a aucune volonté de garder l'industrie automobile. Le gouvernement n'a aucune volonté d'inciter les entreprises à rester en France. Au contraire, quand on prend par exemple Renault, l'actionnaire principal étant l'État, on voit bien que l'État n'intervient jamais lorsque Renault décide de fermer une fonderie ou des choses comme ça. L'État n'intervient jamais pour mettre son holà, excusez-moi du terme, pour que l'usine ne ferme pas. Ensuite, vous parlez du recyclage des batteries de voitures. Lors des auditions, c'est un sujet qu'on a un peu abordé avec certains auditionnés. Et il s'avère que le recyclage des batteries sera plutôt pensé au plus près de là où les éléments qui constituent une batterie seront produits, c'est-à-dire en l'occurrence certains producteurs vont prendre les matériaux, les matières premières chez un chimiste qui se trouve en Belgique, donc il y a de fortes chances que le traitement, le recyclage de ces batteries se fasse dans ces pays-là, au plus proche de là où on a les éléments de matières premières qui sont assemblés.
Donc, j'entends ce que vous dites, je comprends que vous ne partagiez pas du tout mon point de vue, mais moi, je suis un élu de terrain et je vois que sur Mar-Circo et ailleurs, beaucoup d'usines ont fermé et continuent à fermer. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je donne maintenant la parole à Lionel Tivoli pour le Rassemblement national. Madame la vice-présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, le programme d'investissement d'avenir 2024, au travers de France 2030, dédie des sommes qui paraissent dérisoires, tant le défi de l'avenir industriel de la France est grand pour combler le retard sur nos concurrents européens et américains. Une part trop peu importante de l'enveloppe budgétaire est destinée à ces filières d'avenir jugées stratégiques, telles que le secteur du biomédicament. Le projet de loi de finances 2024 ressemble à une impossibilité de gagner un marathon en s'étant tiré une balle dans le pied quelque part. À titre de rappel, les gouvernements successifs sous la présidence Macron avaient sacrifié le fleuron français du nucléaire par la fermeture de 12 centrales nucléaires. De même, la production des véhicules électriques et hybrides n'a toujours pas levé l'inconvénient de taille que représente le recyclage impossible des batteries, nonobstant le prix croissant de l'électricité. Mais passons. Maintenant, l'existence de barrières financières empêche des catégories sociales populaires d'accéder aux véhicules électriques. À la lumière de ces difficultés pour lesquelles les arbitrages budgétaires ressemblent davantage à du saupoudrage, comment peut-on parler de retour à la souveraineté industrielle ? Nos chercheurs et ingénieurs s'expatrient aux États-Unis et nous souffrons de ne pas avoir été diligents dans la relocalisation d'unités de fabrication de produits actifs nécessaires aux médicaments les plus indispensables et aux biomédicaments. Souvenez-vous, la pandémie avait mis en lumière la délocalisation massive des entreprises produisant des principes actifs de base comme le paracétamol fabriqué en Chine à 60% ou l'insuline à 80%. Aujourd'hui, des milliers de Français n'arrivent plus à trouver leurs médicaments dans des pharmacies. Plusieurs industriels, dont GSK pour l'amoxicilline, s'étaient engagés à rapatrier la production de 50 médicaments dits essentiels. Au final, dans votre rapport, vous ne semblez pas prendre la mesure du sujet de fond, qui est de mettre des moyens suffisants en face des objectifs que nous devons atteindre. Il faut que nous donnions les moyens financiers et de contrôle pour que nous parvenions à une relocalisation de notre industrie du médicament notamment. Pensez-vous réellement que 7,5 milliards d'euros placés dans le plan Innovation Santé, dont 800 millions pour la stratégie nationale d'accélération des biothérapies, soient suffisants pour combler le retard et être concurrentiels face à nos voisins européens et américains ? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Bien. Concernant les voitures, donc c'est ce que je dis dans mon rapport, il faut faire des voitures, il faut que nos constructeurs fassent des voitures plus petites pour permettre à nos citoyens les plus modestes d'acquérir des véhicules électriques. Et quand vous dites que je n'ai pas très bien saisi le sujet de fond, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, j'ai très bien saisi le sujet au fond. Je connais toutes les difficultés qu'on rencontre sur notre territoire, que ce soit dans le cadre de la mobilité, que ce soit dans le cadre de se soigner. Et donc, je vous renvoie à vos propos. Et moi, j'ai très bien saisi le sujet de fond. Merci. La parole est à René Piluto pour la France Insoumise. Excusez-moi. Pilato. Oui, Pilato, René Pilato. excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu, donc je redonne la parole à monsieur Tivoli. Ah, pardon. Oui, en réalité, ce que je vous demandais, c'est la question était précise et vous n'y avez pas répondu, c'est est-ce que 7,5 milliards d'euros placés dans le plan innovation et 800 millions d'euros pour la stratégie nationale d'accélération des biothérapies vous semblent suffisants? Parce que vous avez parlé énormément de constats, mais en face du constat, il faut y mettre les moyens. Est-ce que vous pensez que ces moyens sont suffisants financiers? Il vous reste 30 secondes, monsieur le rapporteur. C'est quelque chose qui me semble que j'ai dit lorsque j'ai fait lecture du rapport. Non, ce n'est pas suffisant. Et je l'ai dit dans mon rapport. Bien, alors cette fois-ci, je donne la parole à René Pilato pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, les 54 milliards du plan France 2030 et les objectifs qu'il fixe pour le pays ont été soustraits au débat parlementaire. Nous profitons de cet instant démocratique, entre deux 49.3, pour poser un regard sur la France de demain que vous proposez. Nous y voyons l'expression de planification écologique reprise par le président Macron, mais hélas, rien de près ou de loin à un projet aussi cohérent que celui porté par la France insoumise.
Merci de parler moins fort. Nous voudrions un projet politique partant des besoins et défini collectivement. Nous voudrions une planification à la hauteur des enjeux de ce siècle, car c'est de survie de l'humanité dont il s'agit. France 2030, c'est des investissements sans conditionnalité pour les bénéficiaires. Donc, votre plan pourrait financer des projets qui délocalisent et ou qui détruisent la nature. Dans France 2030, nous observons des investissements, mais pas de réflexion sur l'aménagement du territoire et la viabilité des objectifs affichés. Nous pensons que c'est l'ensemble de la France qui doit en bénéficier. Quel peut être l'impact global d'un tel plan quand aucune cohérence n'est proposée, aucun cap clairement fixé? Enfin, nous avons une pensée pour l'enseignement supérieur en France, pilier et préalable à toute planification sérieuse. Son financement a baissé de 16% depuis 2017. Nous avons également une pensée pour nos usines abandonnées à la délocalisation, le Roi-Semer à Angoulême, la fonderie du Poitou à Luz, la fonderie de Bretagne à Codan et tant d'autres. Une planification ambitieuse nécessiterait qu'elle dessine un récit partagé pour entraîner le pays entier vers un avenir désirable. Les grandes orientations stratégiques définies par un comité resserré autour du président révèlent une pensée étroite et pauvre. Se priver de la richesse du débat contradictoire de l'Assemblée nationale n'est vraiment pas une bonne pratique. Une politique ambitieuse de planification ne peut pas se résumer au déblocage de 54 milliards sans vision d'un avenir en commun. Monsieur le rapporteur, cher Laurent, nous savons qu'il va y avoir des mines de lithium. Pour le cuivre et autres métaux, nous nous posons des questions. Pensez-vous que la France sera souveraine quant aux métaux nécessaires à une nouvelle industrie? Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, je partage le constat général sur le manque flagrant de planification du dispositif de France 2030, ainsi que sur ses graves carences démocratiques. Et tout comme vous, je le regrette profondément. Pour revenir à la fin de votre question, on va dire, de votre intervention plutôt, pardon, notre souveraineté, c'est la question que je me pose, moi aussi. Mais pour pouvoir y répondre, une fois de plus, il aurait fallu qu'on ait beaucoup plus de temps, parce que c'est un sujet qui demande énormément de travail, bien entendu, si on veut être sérieux. Et donc, ce manque de temps nous est flagrant depuis le début. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours en marche forcée, on ne peut pas travailler sur tout, et je le déplore grandement. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous devrions nous pencher, et très prochainement, parce que ça va poser un grand problème de souveraineté, comme vous dites. Et également au sujet de la territorialité, il faudrait également un maillage plus national, on va dire, puisqu'il y a des bassins désindustrialisés et on sait qu'on a les bâtiments, on sait qu'on a les hommes et les femmes qui savent faire. Et malheureusement, ce sont des territoires qui sont oubliés et qui restent sur le déclin, et je le déplore aussi grandement. Et je suis arrivé au bout, je m'en excuse. Pour les groupes des Républicains, Julien Dive, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour votre propos. J'aimerais quand même aussi nous indiquer, Monsieur le rapporteur, quand vous nous avez envoyé le rapport, parce que pour ma part, je l'ai reçu à 23h49 hier soir, comme d'autres collègues, et j'avoue que c'est quand même assez compliqué pour émettre un avis objectif et détaillé sur votre avis. Il n'empêche, je vous ai écouté attentivement dans les différentes réponses que vous avez formulées, et notamment sur la désindustrialisation que vous manifestez encore dans un certain nombre de territoires. Il est vrai, moi aussi je le constate, chez moi, il y a 3 ans, Nestlé qui a fermé un site, et c'est parce qu'il a fallu, je me suis mobilisé, mais pas uniquement, avec les collectivités locales, qu'on a pu permettre la revitalisation de ce site. Mais ça, le vrai sujet, monsieur le rapporteur, le vrai outil, je pense que c'est renforcer la loi Florange. Je vous le dis comme je le pense, et vous me trouverez à vos côtés sur cette question, de pouvoir permettre de mettre davantage d'outils dissuasifs aux délocalisations. Et la loi Florange a posé un certain nombre de postulats qui ne vont certainement pas assez loin, et il faut peut-être aller beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas les programmes d'investissement d'avenir, ce n'est pas France 2030. France 2030, ou les programmes d'investissement d'avenir, c'est vraiment pour donner une trajectoire, pour impulser une dynamique de recherche technologique, donner un avantage technologique concurrentiel à la France sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Le PIA a été lancé en 2010. À l'époque, sous Nicolas Sarkozy, c'était 35 milliards d'euros pour le premier volet. En 2000, le PIA 2, 12 milliards d'euros. Le PIA 3, 10 milliards. Le PIA 4, 25. Maintenant 54 avec le volet France 2030 qui intègre le PIA 4.
Vous évoquiez un certain nombre de sujets, la batterie par exemple. Grâce au PIA, nous avons pu financer au laboratoire de chimie des solides de l'UPJV d'Amiens des travaux de recherche pour s'affranchir des terres rares avec une étude poussée sur les nanomatériaux pour les batteries. Vous voyez, il y a déjà des avantages, il y a déjà des moyens qui ont été mis pour permettre de développer la batterie de demain. De la même manière, l'IRT Ralenium, qui se situe à Valenciennes, a permis de structurer la filière ferroviaire, la filière industrielle ferroviaire autour d'Alstom, autour de Bombardier, grâce au PIA. Donc ces outils sont essentiels pour ancrer des industries dans les territoires. Vous nous évoquez un certain nombre d'exemples de filières, notamment le médicament, l'automobile. Est-ce que vous voyez d'autres sujets? Je pense moi à l'alimentaire, qui est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse. J'aimerais qu'on mette un peu l'alimentation au rang des sujets stratégiques de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est un volet qui pourrait être intéressant? Et pour ma part et pour le groupe républicain, nous voterons bien sûr cette proposition budgétaire. Monsieur le rapporteur. Bien, beaucoup de... Je vais vous répondre si vous m'écoutez, sinon je peux passer à quelqu'un d'autre. Donc, par rapport, vous dites 2030, c'est la trajectoire qu'il faut prendre, pour faire simple. C'est surtout la trajectoire pour mettre en concurrence les uns contre les autres. Et si, c'est la loi du marché, on va dire. Et on s'imagine que la loi du marché va faire que tout ira bien. Et on se rend compte depuis maintenant quelques années, pour ne pas dire plusieurs années, que la loi du marché, elle a tout l'effet inverse. Ça nous mène de plus en plus à notre faillite, entre guillemets. Donc je ne partage pas du tout cet élément-là. Ensuite, dans le plan France 2030, sur le ferroviaire, il n'y a rien. Il n'y a rien sur France 2030 dans le ferroviaire. Ouais. Donc voilà, donc pour le ferroviaire, on voit qu'il n'y a pas de trajectoire, justement. Et quand vous dites les batteries, pour faire des batteries, pour s'affranchir de certains matériaux, pour les fabriquer, c'est une question que j'ai posée aux personnes que j'ai auditionnées. Et tous ont été unanimes que dans un avenir proche ou moins proche, on n'était pas en capacité encore de produire de nouvelles, entre guillemets, batteries, de nouvelles technologies de batteries. On a toujours cette vieille, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, technologie, mais on ne peut pas s'affranchir de ces métaux rares, malheureusement. Donc, j'ai dépassé. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur, de veiller au chronomètre en même temps que moi. Pour le groupe GDR, le président André Chassaigne. Merci. Moi, je trouve le rapport en accord avec ce que je pensais sur ce que j'appellerais une opération de communication. Une incroyable opération de communication. J'ai assisté à l'audition que nous avions fait de Bruno Bonnel, qui vantait France 2030, qui nous avait promis des accompagnements, des entreprises, qui nous avait même promis qu'il y aurait un sous-préfet par département. Depuis, je cherche le sous-préfet, il est comme l'Arlésienne, on ne le trouve pas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de départements en France où il y a un sous-préfet qui soit délégué au développement des investissements d'avenir. Pour moi, alors j'ai donc cherché auprès des PME, je me suis renseigné, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez ? Ah ben là, elles m'ont répondu, mais pour nous, aujourd'hui, ce qui compte, c'est les tarifs de l'énergie. C'est ça leur gros problème aujourd'hui. Et des difficultés sont des difficultés du quotidien. Mais je leur dis, mais vous pouvez décarboner, ça vous coûtera moins cher. Mais les PME, qu'est-ce qu'elles disent ? On n'a pas l'expertise, on n'a pas la recherche et développement nécessaire pour pouvoir décarboner, alors qu'on aimerait décarboner. Et en grattant un peu plus, la seule entreprise que j'ai trouvée dans ma circonscription qui, semble-t-il, va bénéficier d'Europe 2030, c'est EuroAPI, qui a été créé suite à une opération financière de Sanofi pour les principes actifs, qui a un capital en bourse, qui se porte bien. Bon, il y aura un accompagnement, mais je crains que le seul accompagnement au niveau de France 2030, c'est ça. Et le deuxièmement, c'est le manque de cohérence. Un manque de cohérence complet. On va trouver une entreprise, un grand manufacturier, par exemple du caoutchouc, qui va s'intéresser à l'hydrogène, qui va s'intéresser aux piles, et qui, en définitive, refusera de produire des pneus
qui seraient des pneus nécessaires pour les petites voitures électriques qui arriveront bientôt dans notre pays, tout simplement parce que c'est pas rentable. Est-ce que ça, c'est une cohérence? Je ne le crois pas. Et le déficit démocratique? Alors le déficit démocratique, cela, c'est jardin secret de l'État. Il n'y a pratiquement aucun travail de proximité, que ce soit par les sous-préfets, que ce soit les contacts qu'il pourrait y avoir avec les parlementaires que nous sommes, que ce soit auprès des communautés de communes. Les salariés dans les entreprises ne sont pas associés, donc le volet social, bien entendu, va être évacué. En définitive, les entreprises retenues, ça sera peut-être une forme de débuleuse. On arrivera peut-être au final à savoir lesquelles. Paraît-il qu'on peut les voir sur un site internet, celles qui sont retenues. Mais je pense que ça, encore une fois, opération de communication, 0 pointé. Monsieur le rapporteur. Bien. Monsieur Chassaigne, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Chassaigne, excusez-moi. Donc, oui, effectivement, on peut imaginer très sereinement que c'est uniquement une opération de com. Quand vous parlez des PME, effectivement, nous, on a discuté, j'ai été auditionner des personnes qui m'en ont parlé également. Le problème des PME, c'est qu'elles se perdent dans toutes les démarches qu'il y a à faire. Elles sont noyées sous des montagnes de documents à remplir. Et bien souvent, il faut remplir le document 1 pour avoir le document 2, ainsi de suite. Et donc, elles n'ont pas la capacité technique, elles n'ont pas la capacité humaine, des fois, de faire toutes ces choses-là. Et ça manque grandement. Et à cause de ça, on perd des PME dans cette démarche-là. Et les chefs d'entreprise sont perdus et écœurés. C'est le mot aussi, ils sont écœurés. Et quand vous dites aussi le manque de cohérence, effectivement, on voit qu'il y a des entreprises qui fabriquaient un produit et qui partent à l'opposé parce qu'ils ont senti qu'il y avait peut-être une affaire à faire, entre guillemets, et on oublie des fois certaines productions qui nous sont pourtant indispensables à notre souveraineté dans bien des domaines. Merci. Monsieur Daubier. Une seconde. Une seconde, monsieur Chassaigne. En définitive, France 2030, c'est la France des multinationales. C'est les seuls qui sont à même de répondre. Monsieur Daubier, pour le MoDem. Madame le Président, Monsieur le rapporteur, je vous remercie de me donner la parole. Cette mission reflète l'engagement de la France depuis plus de 10 ans de financer les technologies d'avenir et de rupture à travers des différents plans d'investissement et plus récemment avec France 2030. Vous avez choisi, Monsieur le rapporteur, de faire un focus plus particulier sur les déficits des biomédicaments et de l'électrification de l'automobile. Et malgré de nombreuses critiques que je ne partage pas, sans surprise, je vous remercie pour ces axes intéressants. Alors que d'autres financements s'éteignent petit à petit, notre stratégie s'oriente désormais vers des investissements stratégiques et l'accompagnement d'écosystèmes d'innovation. Et derrière ces thèmes qui peuvent paraître flous, il est bien question de projets très concrets dans les énergies renouvelables, les batteries ou le développement du numérique. Et je tiens à vous rassurer que si nous comptons sur ces investissements pour apporter des réponses aux enjeux économiques et climatiques, nous sommes pleinement conscients que l'innovation ne peut constituer que par la seule réponse. Nous comptons pour autant préparer l'avenir. Nous y mettons les moyens avec une enveloppe globale de 54 milliards d'euros sur 5 ans qui n'apparaissait pas très clairement dans votre rapport. Et je souhaiterais ici revenir sur un point qui n'est pas semblé apparaître également dans votre rapport, c'est sur les effets du PIB. En effet, le comité de surveillance des investissements d'avenir qui surveille les dépenses de France 2030 a indiqué dans un rapport en avril dernier que 2 ans après son lancement, la mise en mouvement des filières industrielles est manifeste et que le PIB pourrait s'accroître d'1,5 à 2,8 points, ce qui fait 40 ou 76 milliards d'euros à l'horizon 2030 grâce à ces investissements. Le rapport estime qu'entre 300 et 600 000 emplois pourraient être créés, dont 100 000 emplois industriels. La France est donc en de bonne voie et doit continuer à pousser son avantage dans l'économie de demain. Tout ceci nous montre qu'il faut rester ambitieux et c'est pourquoi le groupe démocrate votera ces crédits. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bien. J'entends ce que vous dites. Et les 54 milliards, on voit bien que ce n'est pas suffisant, comme je l'ai dit dans mes propos en préambule, dans la présentation de mon rapport. Donc 54 milliards, ce n'est pas suffisant. Quand vous dites que le PIB va augmenter, c'est des pronostics, on va dire ça comme ça. Moi, je ne sais pas, mais on ne vit pas de pronostics, on vit de choses concrètes. Vous dites qu'il va augmenter, on va créer 600 000 emplois, je crois que vous avez dit.
c'est ça le chiffre, 600 000 emplois. Encore une fois, je reviens là-dessus. J'ai roulé un peu ma bosse en France. Et souvent, on entend parler qu'une entreprise se crée, on va créer 100, 200, 300 emplois, et on revient 5, 6 ans après, on en est à peine à la moitié, bien souvent. Donc j'entends ce que vous dites, et je comprends tout à fait que vous ne partagiez pas mes propos. Mais un PIB à 60 milliards à horizon 2030, je crois que c'est ça les chiffres à peu près, c'est pas énorme quand même, c'est vraiment pas énorme. Et moi je reviens toujours à ça, hein. Moi je suis assez inquiet parce que faire des pronostics, ou se projeter avec des chiffres comme ça me paraît quand même assez gros comme chiffre, et je ne partage pas du tout cette vision-là. Alors, le dernier orateur de... Ah, excusez-moi. Allez-y, vous avez Pour répondre, c'est 40 pour la clarté secondes. des débats, c'est pas Romain Daubier qui affirme. C'est je rapporte des propos d'experts indépendants, objectifs, qui ont traité ça avec des chiffres qui sont disponibles de tout le monde. Et donc, c'est des prospectives d'économies. Et je crois plutôt aux scientifiques et aux économistes qu'aux rumeurs ou aux défaitistes permanents pour notre pays. Voilà, monsieur le rapporteur. 15 secondes pour Ce n'est monsieur pas le du rapporteur. défaitisme, c'est du vécu, malheureusement, depuis des décennies. Bien, nous arrivons donc au dernier orateur de groupe avec monsieur Topiec pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avec le plan France 2030, le Président de la République a souhaité nous projeter dans la France de demain et dessiner les contours de notre future économie. Mais avant de regarder loin, il nous faut de la visibilité sur le court et le moyen terme. Et c'est cette visibilité qui nous manque aujourd'hui. Prenez l'exemple de l'énergie. Le plan France 2030 investit 1 milliard d'euros pour faire émerger en France les réacteurs nucléaires de petite taille. Il consacre également des crédits à l'hydrogène vert. Pourtant, nous ne savons toujours pas quels seront nos objectifs énergétiques pour les années à venir. Notre Assemblée a dû examiner plusieurs textes techniques sur les énergies renouvelables et le nucléaire, sans que jamais ne soient débattus les équilibres de notre mix énergétique. N'est-ce pas là la première urgence ? Sans loi de programmation énergie et climat, comment déterminer les perspectives pour les filières, qu'elles soient photovoltaïques, éoliennes, nucléaires ou hydrogène ? Créer un climat de confiance pour nos entreprises, ce n'est pas seulement distribuer des milliards. Il faut aussi garantir aux acteurs économiques que les pouvoirs publics ne changeront pas de pied dans leur stratégie économique. Un mot aussi s'agissant de la mobilité. Dans la course mondiale à l'industrie verte, n'oublions pas notre ruralité. Bien évidemment, il est nécessaire d'électrifier les véhicules pour répondre aux défis du dérèglement climatique. Mais l'enjeu est aussi de permettre à tous et à toutes, quel que soit le lieu où ils habitent, de pouvoir se déplacer. À ce titre, je veux émettre 2 alertes. Concernant le maillage territorial des bornes de recharge, tout d'abord, nous ne pouvons pas délaisser certains territoires sous prétexte qu'ils seraient moins peuplés. Chez moi, les bornes sont insuffisantes et celles déjà installées vieillissantes. Des interrogations aussi sur les véhicules électriques à disposition. Nous le savons, les modèles existants sont plus chers que ceux thermiques. On nous promet la démocratisation via le leasing social. Mais les véhicules disponibles à la location seront-ils adaptés aux longues distances que doivent parfois parcourir les résidents de la ruralité ? Avez-vous pu interroger le gouvernement et les constructeurs automobiles à ce sujet, monsieur le rapporteur ? Monsieur le rapporteur. Bien. Donc concernant la ruralité, c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque je suis d'un territoire très rural. Et on voit bien que la ruralité, elle est un peu oubliée dans la mobilité, puisqu'on se rend compte que le ferroviaire, par exemple, est de moins en moins présent dans nos campagnes, puisqu'on même on supprime des voies de chemin de fer, ce qui pose des problèmes de mobilité. Il faudrait également développer le transport en commun public, chose qui n'existe pas ou très peu dans les territoires ruraux. Et donc, effectivement, le fait d'utiliser la voiture, c'est quelque chose d'indispensable dans les territoires ruraux. Et c'est ce que je disais dans mon rapport. Je pense qu'il y aura la France à 2 vitesses. Ceux qui auront les moyens de se payer, excusez-moi du terme, mais la grosse voiture et qui pourront voyager loin, et ceux qui attendront peut-être qu'un transport en commun passe, s'il existe, puisque, comme je l'ai dit dans mon rapport, les constructeurs automobiles actuellement ne sont pas placés pour fabriquer des petits véhicules légers, moins consommateurs d'énergie, qui nous permettent de faire des distances.
Donc c'est un choix des constructeurs, il leur appartient. Moi je pense que l'État aussi devrait, le gouvernement devrait là aussi mettre des conditions, ce qu'on disait tout à l'heure par exemple. Mais pour tout ça il faut une planification. Et on voit bien qu'actuellement il n'y a pas de planification dans tous ces projets-là. Donc je partage une certaine vision que vous avez dans vos propos, effectivement. Et la visibilité à moyen court terme que nous avons, c'est que nos constructeurs de véhicules ne veulent pas entendre de ce petit véhicule, comme je disais tout à l'heure, et partent billes en tête avec des véhicules SUV, break, des choses comme ça, qui auront des prix d'achat intenables. Et quant à l'achat social, on va dire à 100 € par mois, j'ai dépassé, à 100 € par mois, j'y crois pas. Merci, monsieur le rapporteur. Nous avons deux autres intervenants pour 1 minute, je vous le reprécise, donc 3, avec Jean-Pierre Vigier pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, je tenais à souligner le caractère ambitieux de la mission, tant dans ses moyens que dans ses objectifs en matière de soutien à l'innovation et à la recherche. Les crédits de cette mission viseront aussi à sécuriser l'accès à des matériaux stratégiques comme le bois. À cet égard, la stratégie d'action retenue par le plan France 2030 consiste à renouveler les forêts, et j'en suis satisfait, pour préserver notamment les fonctions économiques et environnementales. Cependant, nous savons que les propriétaires ne pourront pas à eux seuls financer les objectifs affichés. Aussi, pouvez-vous nous préciser les mesures d'accompagnement et de soutien prévues en faveur du secteur bois et forêt, prévues dans le cadre des actions de France 2030 ? Je vous remercie. Jérôme Noury pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le rapporteur, j'avais déjà interrogé le député recasé Bruno Bonnel la dernière fois quand il était venu devant nous, mais j'aurais aimé savoir quel est le coût réel en fait de France 2030 dans sa mise en œuvre. Parce qu'il avait répondu sur sa rémunération, tout le monde s'en souvient, mais il n'avait pas répondu sur le nombre d'agents qui étaient mis à disposition, mais également sur tous les frais induits par la mise en œuvre de France 2030. Ma deuxième question, c'est le ruissellement de ces crédits. Et je rejoins un peu ce qu'a dit le président Chassaigne. Mon sentiment, c'était qu'à l'époque, France 2030 allait essentiellement sur les grands centres urbains, sur les grandes entreprises, sur les filières qui sont à la mode, alors les batteries, le numérique, et qu'il y avait peu d'argent déployé sur les PME, sur l'agroalimentaire, sur les territoires ruraux. Pensez-vous que depuis, il y a eu une évolution ou pas qui permet de penser qu'il y a un ruissellement sur la totalité du pays, et notamment sur les territoires ruraux ? Monsieur Vincent Rolland pour Les Républicains également. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Personnellement, moi je me félicite de France 2030 et plusieurs entreprises, industries de ma circonscription ont pu en bénéficier, notamment dans des process très très innovants. Néanmoins, quelle place envisagez-vous, quelle place France 2030 accorde à des entreprises ou des industries plutôt primaires? Pas plus tard qu'hier, dans ma circonscription, je visitais Métaux Spéciaux à Pomblières et ces derniers me disaient qu'ils étaient les derniers producteurs en Europe, par exemple de chlore ou de lithium solide, qui rentrent pour certains de ces matériaux dans la fabrication des batteries ou dans l'industrie pharmaceutique. Si demain il devait disparaître, eh bien notre filière et notre souveraineté économique seraient une nouvelle fois fragilisées. Donc quelle place pour eux dans les soutiens de l'État ? Et Mathias Tavel pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Vous avez dans la mission France 2030, il y a un certain nombre de financements sur lesquels vous êtes revenu dans votre rapport qui concernent le médicament et l'innovation en matière de médicaments. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que au-delà des questions d'innovation, on a des pénuries de médicaments et pas sur des médicaments forcément très, très avancés ou très à la pointe de l'innovation technologique, mais sur des choses très courantes et même très maîtrisées. Alors c'est une des questions, comment France 2030 n'est pas seulement une pointe avancée d'innovation, de start-up ou
ou d'entreprise particulière, mais bien un outil d'industrie, de souveraineté française, et notamment sur cette question du médicament, parce que entre la dernière trouvaille technologique ou médicamenteuse et la satisfaction des besoins courants, il y a peut-être des priorités budgétaires à faire, et comment on peut, selon vous, y répondre? Monsieur le rapporteur, pour répondre à ces 4 interventions. Alors, concernant le bois, ben là, je vais être très, très honnête, hein, c'est un sujet que je n'ai pas travaillé, parce que je ne pouvais pas travailler sur tout, très honnêtement. Donc, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, et je suis désolé de ne pouvoir vous répondre. Je suis très clair avec vous. Quant au coût réel de France 2030, donc il y a plusieurs opérateurs. Il y a SGPI, il y a l'Agence de l'innovation, il y a BPI, la Caisse des dépôts, la NR, tout ça. Donc il faudrait effectivement s'y pencher dessus, regarder. Et là, pareil, comme je disais tout à l'heure, qu'on est toujours en marche forcée, on n'a pas le temps de creuser. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de plus près et voir auprès de tous ces opérateurs, les interpeller pour voir à combien nous en sommes. Ensuite, quelle place pour les derniers producteurs, pour faire simple, de produits dont nous aurions besoin? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bien souvent, les entreprises sont noyées par les démarches administratives et non pas la compétence humaine ou technique pour aller chercher tous les dossiers, pour les monter, pour les présenter, pour les défendre. Et c'est une fois de plus la complexité de ce problème-là, de France 2030 également, c'est tout le temps faire des dossiers, chercher. Quand on a interpellé dans les auditions là, par rapport aux médicaments, on nous a expliqué que les chercheurs passaient quasiment plus de temps à monter des dossiers qu'à faire de la recherche. Donc ça pose un problème également. Donc voilà, le problème, il est que effectivement, trop de démarches administratives empêchent nos industriels, nos chercheurs de pouvoir travailler vraiment à leur rôle premier. Et quant au rôle aux médicaments, moi je pense que la réponse, elle est simple. Il faut un pôle public du médicament. Il faut un pôle public du médicament qui permettrait de faire sortir le pays de la dépendance dans laquelle nous sommes actuellement à d'autres pays pour les médicaments, en mettant ces médicaments à prix coûtant également, puisqu'on sait que certains industriels du médicament, excusez-moi du terme, mais se graissent. Et ça répond également en partie à un impensé du plan France 2030, qui est celui de l'accès aux soins au quotidien pour tous les concitoyens, puisque c'est lié également à ça. Et on voit qu'il y a des pays qui sont loin d'être des pays des bolcheviks ou je ne sais quoi. On prend par exemple les Pays-Bas. Eux, ils ont opté pour ce système-là, pour alimenter les pharmacies hospitalières. Et les États-Unis, avec une fondation à but non lucratif, fournit plus de 1500 hôpitaux, si j'ai bonne mémoire, pour pallier aux ruptures de stock. Donc, le pôle public du médicament est une nécessité. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons donc maintenant passer à l'examen des crédits de la mission Investir pour la France 2030. Comme je vous l'ai dit en début de réunion, nous ne sommes pas saisis d'amendements de crédit. Je vais donc passer directement la parole au rapporteur Laurent Alexandre pour nous formuler un avis sur les crédits de la mission Investir pour la France 2030. Merci, madame la présidente. Vous l'aurez compris, donc, toutes les insuffisances du plan France 2030 que j'ai évoqué, défaut de planification, déficit démocratique, volet santé qui passe à côté de l'enjeu de l'accès aux soins, voire qui risque de l'aggraver, et volet mobilité conduisant à une France à 2 vitesses, j'émets donc un avis défavorable à l'adoption des crédits Investir pour la France 2030. Très bien. Donc, j'invite les membres de la commission à se prononcer sur l'adoption des crédits. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La commission émet donc un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Investir pour la France 2030. Et avant de lever la séance, je souhaitais vous informer de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Donc demain, mercredi 11 octobre à 9h30, nous démarrerons avec la présentation de la communication du groupe de travail
sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles, avec nos rapporteurs, Madame Anne-Laure Blin et Éric Martineau. Et nous poursuivrons avec l'examen de l'avis budgétaire Outre-mer avec notre rapporteur Giovanni William. Je vous souhaite une bonne soirée et je lève la séance.